Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les jeunes étudiants qui sont là et étudiantes. C'est un plaisir d'être là et d'ouvrir donc cet après-midi avec une thématique qui rebondit particulièrement avec la thématique plus générale de ces journées de l'économie, puisque les journées de l'économie, cette année, réparer, imaginer, rassembler, on pense au bien-être des individus, au bien-être collectif, qui est évidemment au centre des problématiques de réparation quelquefois, d'imagination, et évidemment pour rassembler les gens, c'est mieux de le faire autour de l'idée qu'on va accroître le bien-être des individus à travers peut-être des politiques publiques, peut-être aussi des formes de solidarité qui sont à inventer. Donc beaucoup de choses à dire cet après-midi, en ce début d'après-midi. Et nous avons voulu donc ouvrir cette session autour de la question du bien-être individuel et des transitions. Alors transition, on pense à beaucoup de choses, mais en l'occurrence, nous avons pensé aux transitions qu'on a devant nous. Évidemment, la première à laquelle on pense, et je me tourne tout particulièrement vers les jeunes, c'est la transition environnementale, climatique. Ça n'est pas la seule, la transition numérique. Donc nous traversons, si vous voulez, des périodes de transition dans lesquelles la question du bien-être et de la manière dont on peut faire en sorte que les individus, que les citoyens, on reviendra sur cette idée de citoyenneté, soient plus heureux, soient mieux dans leur peau, est fondamentale. Voilà, donc on évoquera de fait, même si on ne va pas le développer parce que ce n'est pas au centre de notre problématique, l'idée qu'on est, évidemment, on traverse des crises géopolitiques et on est en plein dedans, avec sans doute ce qui va arriver à la suite de l'élection américaine. Et ces crises géopolitiques menacent sans doute le vivre ensemble, et puis toutes ces inquiétudes donc, que j'évoquais tout à l'heure, inquiétudes numériques, inquiétudes climatiques, etc. Inquiétude autour de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui a été déjà traité dans ces journées et sur lequel, je crois, elles reviendront encore. Donc, comment penser le bien-être individuel, la poursuite du bonheur, dans une époque qui est marquée par toutes ces incertitudes, et incertitudes auxquelles on pourrait ajouter des incertitudes identitaires, culturelles, où sommes-nous, où allons-nous, etc. Donc pour traiter toutes ces questions, je vais présenter rapidement les intervenants dans l'ordre des interventions, en vous rappelant au préalable que vous pouvez évidemment poser des questions, ou du moins les envoyer. Je les reçois sur ma tablette et j'essaierai d'en rendre compte le mieux possible. Voilà, donc à ma droite, Mathieu Perrona est directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP, et il présentera notamment les dernières données de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP. Voilà, évidemment, comment on mesure, nous sommes ici dans les journées économiques, comment on mesure le bien-être. C'est quelque chose qui n'est pas immédiatement intuitif quand on pense à des économistes. Eh bien si, les économistes maintenant savent faire et assez bien faire, comme nous le montrera Mathieu. À ma gauche, Louis Margolis est doctorant à Paris School of Economics, et il présentera les résultats de ses travaux sur la place de la retraite et son lien avec le bien-être. Moi-même, j'interviendrai. Je suis professeur émérite à Paris 13, j'enseigne à Sciences Po et je préside le Cercle des économistes, et j'évoquerai la question de la relation entre bien-être et culture à partir d'un travail que nous avions fait il y a 2 ans avec d'autres économistes dans le cadre du Conseil d'analyse économique. Et enfin, Akiko Suwa Ezneman, professeur à Paris School of Economics et membre du Cercle des économistes, et qui présentera donc ses travaux sur le sujet. Donc voilà, je donne tout de suite la parole à toi, à Mathieu. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon, elles sont là. Merci beaucoup Françoise, merci au Cercle des économistes pour cette invitation, et merci aux Journées de l'économie, qui est toujours un événement qu'on rejoint avec beaucoup de plaisir. Et pour commencer justement cette question de bien-être, évidemment elle n'a rien d'évident, et ça on le sait.
On nous envoie, nous, souvent économistes à la tête, oui, mais vous êtes toujours sur le PIB. Il faut se rappeler que dès le début du PIB, ce que les économistes en disaient, y compris les gens qui ont conçu le PIB, c'est ça mesure tout sauf ce qui est vraiment important. Une leçon qui a été un peu oubliée pendant une bonne trentaine d'années, pour des raisons qui s'expliquent. La croissance économique est venue avec une amélioration à la fois de la santé, des conditions de vie, de la culture, de l'accès aux droits, qui faisait qu'on était en droit de se dire un peu tout ça va ensemble et si on poursuit la croissance, tout le reste viendra avec. Il y a eu plusieurs chaos sur lesquels je ne reviendrai pas, et il y a eu la crise de 2008. Et on commence à rentrer au moment où les plus jeunes dans cette salle ne l'ont pas connu et ne savent pas à quel point ça a été un choc pour beaucoup de monde, cette réalisation que la poursuite de la croissance nous avait quand même amené dans le mur. Et ça, c'était une prise de conscience à l'échelle mondiale. Et à ce moment-là, tous les pays sont mis un peu en ordre de marche en disant qu'est-ce qu'on fait? Et en France, on a fait ce qu'on fait d'habitude face à une crise, on a créé une commission. La commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, qui s'est réunie, qui a rendu son rapport, avec lequel on a fait ce qu'on fait d'habitude en France, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans un tiroir. Sauf que beaucoup d'autres pays et structures internationales se sont saisis fortement de ce rapport. Parce que disait-il? Il disait qu'il faut arrêter de poursuivre la politique économique, la politique publique avec juste le PIB comme indicateur, mais se doter d'un tableau de bord. Après tout, on arrive bien à conduire une voiture avec une dizaine d'indicateurs devant nous. Est-ce que ça a un sens de vouloir conduire un pays avec un chiffre dont on connaît très bien les limites? Le PIB, c'est vraiment comme les saucisses, vaut mieux ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Et donc la commission Stiglitz proposait une politique publique en 3 piliers. Économique, on garde le PIB parce que c'est quand même lui qui fait le mieux le boulot là-dessus. Des indicateurs de développement humain avec à leur centre ces indicateurs de bien-être et des indicateurs de soutenabilité. Et donc, qu'est-ce que c'était ces indicateurs de bien-être? Ça sera une surprise pour personne si je dis que le bien-être, le bonheur, c'est extrêmement compliqué. Ça fait 4000 ans au bas mot que les philosophes échangent pour comprendre quel est le souverain bien, quel est ce que doit être une vie bonne. Et la question est suffisamment compliquée pour nourrir des débats sur tout ce temps-là. L'approche des psychométriciens et qui a été suivie par les économistes, c'est un peu de s'abstraire de cette question et de faire confiance aux individus, en leur demandant pas qu'est-ce que c'est le bonheur, mais est-ce que vous êtes heureux? Et en prenant acte que peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule définition de bonheur, une seule définition de ce qu'est une vie bonne ou satisfaisante, mais une pluralité, une hétérogénéité. Toutes les choses ne vont pas à tout le monde, et que ce qu'on voulait, c'était pas le bonheur, c'était des gens heureux, c'était des individus heureux qui composent une société heureuse. D'où cette approche de poser directement la question, de mesurer le bien-être subjectif avec des questions directes. Et ces questions directes, je vous en présente 4 qui sont celles qui sont le plus souvent dans à la fois les enquêtes internationales et puis les enquêtes nationales. À titre d'exemple, ces 4-là sont dans le recensement britannique, ce qui veut dire qu'on a une photographie du bien-être de la population britannique extrêmement détaillée. 4 dimensions donc, et je vous invite en même temps à réfléchir à comment vous vous positionnez, tout est sur une échelle de 0 à 10. Une dimension évaluative, un peu réflexive. À quel point êtes-vous satisfait de la vie que vous menez actuellement, sur une échelle de 0 à 10. Une dimension eudémonique, c'est-à-dire l'adéquation de ma vie à mes valeurs, et qu'on capture par cette idée d'avoir le sentiment que ce que vous faites dans votre vie a du sens et de la valeur. Une dimension hédonique, à quel point avez-vous été heureux hier? Je pose la question sur hier parce qu'aujourd'hui, je sais que la réponse va dépendre un peu trop de comment vous êtes assis et de ce que vous avez eu à manger. Ce qui n'est pas exactement ce que je veux mesurer. Donc hier, sur une journée, ça ne marche pas trop mal. Et la même manière sur la santé mentale, à quel point vous êtes-vous senti déprimé, anxieuse ou déprimée hier. Bon, là aussi, il y a un petit effet conjoncturel lié aux élections qui feront qu'on a une mesure qui est un peu une mesure instantanée. Qu'est-ce que ça donne sur la population française? Donc les données que j'ai présentées sont les données de l'enquête de la plateforme bien-être à l'enquête de conjoncture auprès des ménages. Donc l'enquête de conjoncture auprès des ménages, c'est l'enquête de l'INSEE. Et tous les trimestres, ils font passer une plateforme de 20 questions que nous avons conçues et que nous finançons pour mesurer le bien-être des Français. Et qu'est-ce que ça donne sur cette échelle? Les Français et les Françaises ne vont pas si mal, puisqu'on voit que sur les questions du haut, sur la satisfaction de la vie actuelle et le sentiment de sens,
la plupart des gens répondent 7 ou 8, ce qui sur une échelle de 0 à 10 c'est assez sympathique, et que les bofs, à quoi on peut s'attendre quand on ne sait pas trop face au genre de questions, c'est 5, le 5 est pas très représenté. Donc les gens ont un avis sur est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils sont déprimés, heureux, et ça va plutôt bien. Et la queue de distribution, les gens vraiment malheureux, les 0 à 4, sont assez peu nombreux. Donc ça nous peint une société française qui, bon an, mal an, estime ne pas aller trop mal. Et ça, c'est des résultats qu'on retrouve de manière forte et très continue dans d'autres enquêtes. Par exemple, celle dont fait état Sandra Aubian du Crédoc dans son ouvrage récent La mosaïque française, qui montre qu'il y a vraiment ce sentiment d'être bien et d'intégration dans la société. À rebours de l'image et la perception d'une société qui se délite, 80% des gens s'estiment bien intégrés dans la société française. Et de fait, ces dimensions de relations sociales, et là je passe un peu sans le dire, et donc il faut le dire, d'un niveau individuel du bien-être à un niveau collectif, puisque là on commence à être dans les relations avec les autres, le bien-être n'a pas qu'une dimension individuelle, au contraire, et bien cette dimension collective, c'est plutôt un point fort de la société française. Vous voyez le niveau de satisfaction quant aux relations avec les proches, on se balade dans un tunnel entre 8 et 8,5 sur 10, ce qui est élevé, y compris au niveau international. Le sentiment d'avoir quelqu'un sur qui compter, que j'ai mis sous l'intitulé soutien ici, est aussi assez élevé, et on sait que cet indicateur est particulièrement crucial dans sa capacité à capturer l'idée que s'il m'arrive quelque chose, j'aurai quelqu'un ou quelque chose pour venir m'aider, pour venir à mon aide. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas abandonné. C'est une mesure essentielle du lien social. Même le travail, dont Dieu sait pourtant qu'il est par d'autres dimensions un point extrêmement douloureux dans la société française. Les Français sont ceux qui estiment le plus que le travail nuit à leur santé, ou qu'ils ou elles ne pourront pas faire le même travail jusqu'à la retraite. Mais la satisfaction quant à leur travail actuel, au-dessus de 7, et plutôt bien. Et même le sentiment de sécurité dont on nous dit pique-pendre est relativement élevé. Bon, là, l'image ne serait pas exactement la même si j'avais distingué les hommes et les femmes, puisqu'il y a un écart moyen de 2 points, ce qui est colossal sur ce genre d'échelle, entre les hommes et les femmes. Sachant que la sécurité, là, c'est le sentiment de sécurité personnel. C'est à quel point vous sentez-vous en sécurité la nuit dans votre quartier. Mais, globalement, tout ça ne va pas si mal. Et en plus, tout ça résiste. Parce que, je ne sais pas à quel point c'est visible depuis la salle, mais il y a 3 repères dans mon graphique. Un repère jaune, qui est la crise des gilets jaunes. Les 3 bandes grises, ce sont les confinements. Et la bande pointillée, c'est le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc des événements nationaux ou géopolitiques mondiaux majeurs. Et il y a eu des variations conjoncturelles, on ne va pas se cacher, mais tout ça n'a pas fondamentalement changé. On n'a pas cassé la société, on n'a pas cassé le sentiment de soutien, y compris dans des périodes difficiles comme l'isolement. Donc il y a une résilience de ce bien-être et de ce bien-être, de sentiment d'insertion sociale et d'inclusion, d'intégration sociale dans la société française. Après, il y a là où ça va moins bien. Hein, vous connaissez l'histoire, les économistes, c'est toujours d'un côté et de l'autre. Et Churchill qui voulait qu'il ait des économistes avec une seule main, pour pas lui dire on the one hand, on the other hand. Et je suis économiste. Et donc, voilà un peu le côté problématique dans la société française, la perception du collectif et de l'avenir. Et une différence qui est à la fois en niveau, c'est-à-dire que vie future, c'est à quel point êtes-vous satisfait de ce que vous allez vivre dans les années à venir. Donc c'est mon avenir individuel à horizon quelques années. On est entre 5,5 et 6 de moyenne. Tout à l'heure, on était plutôt vers 7 sur la satisfaction actuelle. Donc on anticipe pour soi-même un avenir qui est... c'est pas terrible. C'est pas la cata, hein, mais c'est pas terrible. Et on voit que ça avait pas mal décroché après la guerre en Ukraine. Ça a remonté depuis. Je ne fais pas beaucoup de... Je ne m'appuierai pas trop fortement sur le dernier point parce que j'ai la forte intuition qu'on a un joli effet Jeux Olympiques sur le dernier point. Donc la prochaine vague, ce sera en décembre. Je m'attends à ce que ça replonge un petit peu. Et bon, le contexte géopolitique nous donne des raisons de penser que ça sera le cas. En revanche, le gap, il est avec le graphique de droite. Et ça, c'est la question, comment pensez-vous que sera la vie pour la prochaine génération en France?
L'échelle est un peu différente puisque 0 c'est bien pire qu'aujourd'hui et 0 bien pire qu'aujourd'hui et 10 bien meilleur qu'aujourd'hui. Ça veut dire que comme aujourd'hui c'est 5 dans cette échelle. On est péniblement à 4. Et avec une part significative, 10-15% des gens qui sont à 0, 1 et donc qui pensent que ça va être la cata. Et c'est un peu un des grands points de fragilité que révèlent nos enquêtes de bien-être dans la société française, que malgré ce sentiment qu'aujourd'hui ça va bien, qu'on est dans une société dans laquelle on se sent inclus, il y a un vrai problème à l'échelon collectif et à l'échelon du long terme. On est dans une société qui n'a pas confiance dans son propre avenir. Et ça, face à des transitions majeures, c'est un facteur de risque absolument essentiel. Et on voit que autant cette mesure avait traversé sans choc, sans heurts, les confinements. Vous regardez ce qui se passe juste avant, si on prend juste avant, juste après les barres grises, il ne se passe pas grand-chose. Autant ça dévisse un petit peu depuis, ce qu'on pense être pas mal en lien avec une prise de conscience importante des enjeux de la crise climatique. Et peut-être pour finir avec cette introduction générale, notre position est que ces mesures sont un outil important pour la conduite de la politique publique, à la fois parce que ça fournit une mesure de ce qui compte vraiment, mais aussi parce que c'est important de la regarder en distribution. C'est-à-dire pas que les moyennes que je vous ai montrées, mais aussi les différences entre populations, et ça Louis va en parler tout de suite, et les différences dans distribution. Quelles sont, est-ce que j'ai une partie importante de gens qui sont très malheureux ? Et là, j'ai vraiment des axes prioritaires de politique publique. Est-ce que j'ai des gens qui sont très pessimistes? Et quels sont-ils? Et ça peut aussi être des leviers d'action. On sait, par exemple, dans la littérature sur le bien-être, que l'insatisfaction et la colère vis-à-vis de l'avenir sont de très importants moteurs qui poussent à l'action en faveur de la transition écologique. Donc, globalement, on veut le bien-être. Localement, on peut avoir intérêt à aussi identifier les poches de mal-être qu'on veut soit traiter, soit transformer dans cette dimension de transition du passage de la colère, de la peur ou de la rancœur vers de l'action et des possibilités de transformation. Merci beaucoup Mathieu, c'est vraiment très intéressant cette idée qu'il y a trop la temporalité qui intervient dans la perception du bien-être. Aujourd'hui, c'est bien, demain, moyen. Et quand on se projette dans l'avenir, alors là, c'est extrêmement pessimiste. Et juste une petite question, puis je reprendrai évidemment toutes les questions de la salle tout à l'heure. C'est, est-ce qu'il n'y a pas une incapacité des gens à se projeter dans un avenir lointain, à anticiper par manque peut-être d'information, de formation, qu'est-ce qui se passe, comment on l'explique ça, cette espèce de décalage dans les temps de la projection en quelque sorte? Alors, il y a certainement un effet de formation. On sait que toutes choses égales par ailleurs, les personnes plus diplômées ont tendance à être plus optimistes avec l'avenir. Ce qui a tendance à un peu lisser d'ailleurs les différences entre générations. Parce que les personnes plus âgées, il ne faut pas oublier qu'en France, les plus de 55 ans sont plus de la moitié à ne pas avoir atteint le baccalauréat. Ils sont passés avant la massification de l'enseignement scolaire. Mais les plus anciens sont aussi sur ces questions les plus optimistes, toutes choses égales par ailleurs. Donc en gros, les jeunes tendent à être plus diplômés, plus optimistes parce que plus diplômés, et les anciens plus optimistes parce que plus âgés. Donc effectivement, il y a ça. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez transversal, et ces différences sont un peu de deuxième ordre par rapport au niveau moyen qui traverse beaucoup la population française. C'est un des éléments sur lesquels on manque encore un petit peu, on travaille avec l'OCDE là-dessus, pour essayer d'avoir des comparaisons internationales, pour savoir dans quelle mesure c'est une spécificité française ou peut-être européenne. Je pense que l'image dans les pays émergents est probablement assez différente, ou s'il y a encore d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas encore. Merci, et on va tout de suite écouter Louis Margolis. Okay. Donc merci effectivement, merci Françoise, merci aux équipes du Cercle et des GECO pour l'invitation. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais construire un peu sur ce que vient de dire Mathieu. Mathieu a fait une introduction un peu plus générale sur
le bien-être en France, mais le bien-être en général aussi. Et donc comme le titre de cette table ronde, c'est bien-être individuel et transition, pour ma partie, je vais m'intéresser à une transition qui est un peu spécifique, qui est la transition vers la retraite. Donc je vais vouloir comparer à travers différents travaux que j'ai faits l'année dernière au sein de l'Observatoire du bien-être, avec notamment l'aide de Mathieu. C'est ça, je vais pouvoir essayer d'établir une comparaison pour chercher à déceler l'impact de la retraite, du passage à la retraite sur ces différentes mesures de bien-être. Pour ce faire, je vais déjà comparer dans un premier temps le bien-être des seniors actifs, puisque oui, effectivement, quand on s'intéresse aux retraités et aux questions sur la retraite, les populations à regarder sont les seniors. Les étudiants, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais donc je vais comparer les seniors actifs aux retraités. Et juste avant de m'avancer plus que ça, je préfère définir bien les catégories. Donc, les personnes que je vais considérer comme seniors actifs sont les personnes qui sont... je sens que ça va faire grincer quelques dents, mais ce sont les personnes de 55 ans ou plus qui sont encore actives en entreprise, sur le marché du travail ou autre. Effectivement, donc c'est une définition. Je n'ai pas choisi cette limite des 55 ans pour que certaines personnes dans la salle se sentent vieux. C'était pas le but. C'était simplement parce que, selon les directives européennes, on est considéré comme senior actif, senior actif lorsqu'on a plus de 55 ans et qu'on continue à être actif, et que par ailleurs, pour avoir des échantillons suffisamment grands pour pouvoir les comparer avec nos populations à la retraite, j'ai dû étendre un peu nos catégories de seniors. Donc, dans un premier temps, comme je le disais, je reprends les différentes mesures de bien-être qui ont été nommées par Mathieu. Donc, on retrouve les 4 premières. Ce sont donc la satisfaction de vie actuelle, le sens de la vie, et puis les questions de bonheur et de malheur de la veille. Pour la lecture, simplement, la ligne noire représente la moyenne des Français, donc ce sont les données que vous ont montré Mathieu tout à l'heure. Et donc à chaque fois, chaque point, si le point est situé à droite de cette ligne, ça veut dire que les personnes vont être plus satisfaits. Donc par exemple, on voit sur la mesure de vie actuelle que les seniors actifs sont légèrement plus satisfaits que la moyenne de leur vie, que les jeunes retraités sont un peu moins satisfaits que la moyenne, que les retraités de 72 ans ou plus le sont encore moins. Donc il semblerait à première vue effectivement qu'on ait un petit effet potentiellement négatif sur ce départ à la retraite, effet qu'on explique notamment par la ligne juste en dessous, la question de sens, où on voit que effectivement les seniors actifs semblent avoir un sentiment que leur vie a du sens beaucoup plus élevé que la moyenne des Français, ce qui s'explique notamment parce que il y a quand même un biais de sélection. Les personnes qui vont rester au travail plus longtemps sont souvent celles qui sont peut-être plus épanouies ou qui ont plus d'éducation, donc qui peuvent partir à la retraite plus tard. Et donc, en quelque sorte, effectivement, le fait que ces seniors actifs aient un sentiment de sens plus élevé que la moyenne pourrait refléter cela, et le fait que les jeunes retraités soient en dessous de la moyenne des Français semble montrer qu'effectivement ce départ à la retraite est associé à une perte de sens. On retrouve ce même classement de seniors actifs, jeunes retraités, de 72 ans ou plus sur des questions, par exemple la satisfaction vis-à-vis de la santé. Donc ça, c'est beaucoup moins surprenant, puisque effectivement là, c'est en grande partie un effet d'âge qui va jouer, nos seniors actifs étant plus jeunes que les deux autres groupes. Mais en même temps, ce constat qu'il y a un petit effet négatif du départ à la retraite est quand même compensé par le fait que, si on regarde la dernière ligne, la satisfaction vis-à-vis du temps libre explose chez les retraités. C'est pas un résultat surprenant, je ne suis pas en train de réinventer la roue, mais effectivement, on a quand même, quand on sait qu'on est à une moyenne autour de 7 ou 8 chez les Français, le fait d'avoir une moyenne chez les jeunes retraités de satisfaction vis-à-vis du temps libre qui est élevée de 1 point de plus sur 10, ça reste quand même très très important. Et donc, en quelque sorte, on va pouvoir voir un peu pour le reste de cette présentation, mais on va avoir ces deux effets un peu contrastants de perte de sens, mais gain de temps libre, qui vont jouer
dans deux sens différents du coup, pour influencer les différentes dimensions de bien-être. Si on regarde les autres dimensions, les questions de bonheur, de santé mentale et de niveau de vie, on voit nettement moins de différences. On n'a pas de résultat significatif. Mais donc, le premier résultat important avec lequel j'ai envie que vous ayez en tête, c'est cette diminution du sens et ce gain de temps libre qui font qu'en termes de vie actuelle, on est relativement neutre. Voilà. Ce résultat relativement neutre, parfois en économie, on a un résultat où on voit qu'il ne se passe rien et on se dit, bon, bah, c'est pas intéressant. Nous, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de creuser un peu plus pour voir ce qui se cachait derrière ce résultat neutre. Et une chose qui ressort, c'est que, en fait, c'est neutre, mais c'est neutre principalement pour les personnes qui étaient en emploi l'année avant le départ à la retraite. Donc ici, pour la bonne lecture du graphe, on utilise une autre base de données qui est la base SRCV, qui permet de suivre sur plusieurs années les individus et donc d'avoir des observations de leurs mesures de bien-être, par exemple l'année juste avant leur retraite et l'année de leur retraite. Ici, donc, j'ai pu regarder les individus qui étaient en emploi l'année avant leur départ à la retraite et on voit qu'effectivement, on est à peu près sur du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que pour eux, on a à peu près autant d'augmentation que de baisse en termes de bien-être. Si on regarde les autres catégories que j'ai inclus, notamment les chômeurs par exemple, on voit que qu'on a un effet nettement plus positif. C'est-à-dire que si on était au chômage avant de partir à la retraite, 40% de notre échantillon voit leur bien-être augmenter contre seulement 25% qui déclarent une diminution. Et ça peut s'expliquer par beaucoup de raisons, je ne vais pas vraiment m'avancer là-dedans, mais ça peut notamment s'expliquer par une disparition du stigma. Lorsqu'on est actif et qu'on dit qu'on ne travaille pas, c'est très mal vu. Si on est à la retraite et qu'on dit qu'on ne travaille pas, c'est normal. Il en va de même du coup pour nos deux autres groupes qui sont les individus au foyer ou les inactifs. C'est un effet un peu moins marqué, donc je vais me concentrer sur les individus au chômage et en emploi. Et ouais, on ne le voit pas très bien, mais sur le graphique qui est à votre droite, j'ai pu utiliser cette même base pour regarder ce qui se passait dans les 4 années avant, 4 années après. Et on voit que pour les individus qui étaient au chômage, en fait, le bien-être croît jusqu'au passage à la retraite, alors qu'il reste quand même très stable pour les individus qui étaient en emploi, et que cet effet va rester vrai même quand on contrôle par exemple pour l'âge, donc on compare des individus à âge égal ou à revenu égal. Maintenant, je voudrais revenir sur un des autres résultats que j'ai pu souligner dans l'introduction, qui était cette perte de sens. Et on s'est également intéressé à cette question, et ce qu'on a pu voir avec une enquête réalisée avec la chaire Transition démographique et Transition économique, et avec le soutien de l'UMR, on a pu voir qu'en fait, cette perte de sens, elle est très visible quand on regarde les points en rouge, où on a les 3 années avant la retraite et 3 années après, on voit qu'effectivement, on a un décalage vers le bas. Mais par contre, pour les individus qui pratiquent une activité socialisée, donc ce sont des activités, par exemple, du bénévolat, du sport en club, donc des activités collectives, ça peut aussi être des activités politiques, de syndicalisme ou autres. En fait, on voit que le fait de pratiquer de telles activités semble atténuer, voire rendre nulle cette perte de sens associée au départ à la retraite. Donc on peut expliquer ça notamment par exemple des questions de perte de contact. On part à la retraite, on n'a plus les collègues qu'on voit tous les jours et on voit de moins en moins sa famille. Donc effectivement, on est un peu isolé et puis on a l'impression qu'on est moins utile à la société. Et maintenant, si on a des activités socialisées, on n'a pas cette diminution. Et donc oui, donc là effectivement c'est pour les bénévoles, mais enfin pour les gens qui pratiquent du bénévolat de façon hebdomadaire, il me semble, mais on a les mêmes résultats pour tous les autres types d'activités socialisées. Maintenant, et j'arrive à peu près à la fin de ma présentation, je vais vous montrer un dernier groupe qui est un cas un peu particulier puisqu'il va me faire mentir sur à peu près tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, et ce sont les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants sont caractérisés par le fait que sur toutes les dimensions,
l'ensemble de nos dimensions de bien-être, les enseignants actifs sont moins satisfaits que leurs collègues qui sont partis à la retraite depuis quelques années. Donc ça, c'est encore avec l'enquête dont je viens de parler. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on a des écarts de quasiment 1 point entre actifs et retraités en termes de vie actuelle, que même en termes de sens, c'est assez négatif. Et une des explications, ou une des conséquences peut-être, c'est le graphique que j'ai mis à droite, qui est les indicateurs de confiance. C'est-à-dire que les enseignants actifs de nos jours se voient potentiellement refuser se voient potentiellement effectivement refuser certains droits. Ils ont des charges assez importantes, ça s'est vu notamment au moment du Covid, et en même temps, il peut y avoir un sentiment que la reconnaissance qui devrait leur être apportée n'est pas forcément adéquate. Et donc, si on regarde les indicateurs de confiance, on voit que pour la confiance interpersonnelle, c'est notre première ligne, on est à peu près au même niveau que certaines de nos autres mesures. On est un peu en dessous, on est entre 6 et 7, mais par contre, si on regarde les confiances envers les différentes institutions, et c'est là qui, je pense, fait un peu la spécificité de ce corps, quand on regarde les confiances envers présidence de la République, Assemblée nationale ou ministère de l'Éducation nationale, on voit qu'en fait, on a toujours ce gros écart, sachant que c'est un écart de 1 point ou d'un demi-point, mais sur 2 ou 4 plutôt que sur 7 ou 8. Donc c'est quand même un résultat qui est relativement important. Donc pour conclure, ce que je cherchais à montrer, c'est qu'effectivement, avec ce départ à la retraite, on a 2 effets contrastés qui vont jouer, avec une perte de sens d'un côté et un gain de temps libre de l'autre. Cette perte de sens peut s'atténuer par le fait de pratiquer des activités socialisées et effectivement, pour les enseignants, le constat est nettement moins positif pour les actifs. Voilà. Merci beaucoup Louis, c'était vraiment intéressant. Une petite question, et les retraités actifs, vous avez regardé, les retraités actifs, c'est-à-dire des retraités qui ont encore une activité professionnelle, on a de plus en plus. Je ne sais pas quelle proportion des retraités ça représente, mais ce serait intéressant de regarder quel est leur rapport au bien-être. Alors, avec les bases de données qu'on a, je ne pense pas, enfin Mathieu me corrigera, mais je ne pense pas qu'on puisse regarder ça simplement parce que les individus se disent eux-mêmes soit retraités, soit actifs. Oui. Et à partir du moment où ils se disent retraités, on ne leur pose pas de question combien d'heures travaillez-vous, puisque pour la plupart des personnes, effectivement, ce serait 0. Donc, de ce que j'ai vu, je n'ai pas pu regarder directement cette question. J'imagine que le fait de continuer à pratiquer une activité, ça irait probablement dans le même sens que les activités socialisées. Pas forcément autant, simplement parce qu'il peut y avoir des contraintes supplémentaires liées au travail, comme le montrait Mathieu, mais a priori, je pense que ça pourrait être une façon de garder des liens avec le reste du monde et pas forcément voir cette perte de sens aussi. Ouais. Je dirais que c'est un des cas où la moyenne aurait très peu de sens, parce qu'on a probablement 2 populations très différentes. Ouais. D'une part, des gens qui continuent à travailler après leur retraite pour des raisons financières, parce qu'ils ont besoin d'argent, et celles-là, je pense que leur bien-être est assez dégradé. Et d'autre part, des gens qui vont être beaucoup plus qualifiés et qui vont vouloir continuer à avoir une activité alors que la société leur impose d'avoir cessé leur activité professionnelle principale, et eux, ils vont être plutôt en haut. Il va falloir regarder en sous-groupe, je pense, de manière assez fine. C'est très juste. Merci. Et donc, je me donne la parole. Voilà. Sur un sujet... Oups. Ah. On a encore perdu... Ouais, voilà, ça va venir. On est dans la retraite. Voilà. Sur la question du rapport entre culture et territoire et bien-être, en fait, je me suis appuyée sur un travail qu'on avait fait avec Yann Algan, Olivier Alexandre, et puis, d'autre part, un travail qui était fait par Jean Beuve, Madeleine Perron et César Pou, juste après le Covid. Et c'est un travail qui avait été demandé par le Conseil d'analyse économique sur la culture post-Covid. En fond, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer
comme enseignement et surtout comme enseignement de politique culturelle et quelles étaient les préconisations de politique culturelle qu'on pouvait faire au-delà de faut soutenir les entreprises culturelles qui ont souffert ou d'autres réflexions de ce type-là. Alors, nos conclusions de politique culturelle, elles s'articulaient autour de plusieurs questions. Alors, je vais commencer par les questions dont je ne traiterai pas ici. On avait évoqué la question de la migration des pratiques des consommations ou des pratiques physiques vers le numérique. On avait évoqué aussi la question du droit d'auteur qui était essentiel et très lié au numérique. D'ailleurs, c'est très frappant parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas d'intelligence artificielle et il n'y a pas longtemps, c'était en 2022. Et donc ces questions sont encore plus prégnantes aujourd'hui. Et puis on avait pas mal de réflexions sur l'Europe, sur la télévision et sur notamment par exemple comment il fallait continuer de financer la chaîne Arte. Voilà. Et puis, d'autre part, on s'était interrogé plus généralement sur les incertitudes qui pesaient sur la politique culturelle et sur la culture, liées justement aux transitions qu'on évoque aujourd'hui. Quelle transition ? Bien, la pandémie mettait en question le rapport à la mondialisation. Vous savez, la culture, c'est par exemple des grands festivals. On invite des gens qui viennent de très loin, et c'est dans ces échanges culturels qu'on trouve beaucoup de richesse. Et puis tout à coup, on s'interrogeait sur est-ce qu'on pourrait pas faire plus national, plus local. Et ça rencontrait en plus une deuxième préoccupation qui est très très forte, qui est celle de l'environnement, qui s'est invitée dans le monde culturel très récemment. Jusque-là, on n'en parlait pas trop et on se rendait compte tout à coup que, pour reprendre l'exemple des festivals, un festival, c'est des gens qui viennent justement de très loin, ou si vous prenez le bilan carbone du Louvre, vous imaginez qu'il n'est pas terrible, avec ces 10 millions de visiteurs, dont à peu près 80% d'étrangers, dont beaucoup ont pris l'avion. Donc voilà beaucoup de questions qu'on posait à ce moment-là par rapport aux transitions numériques, environnementales, géopolitiques aussi, puisque les échanges sont un peu complexes, et puis aussi questions par rapport à la fragilité économique très forte, assez endémique dans le monde culturel. Alors pas tout le monde culturel, des secteurs qui vont pas mal, mais d'autres présentent évidemment des points de fragilité, d'autant plus que ce sont des industries qui sont très polarisées avec des grandes entreprises relativement solides et puis des toutes petites structures. Voilà. Mais à toutes ces fragilités s'ajoutait sans doute une fragilité politique qui faisait que la question nous était posée, qui a plusieurs dimensions. Alors, elle a une dimension qui est encore plus forte aujourd'hui, c'est celle des finances publiques, c'est-à-dire que la culture en France est très subventionnée, pas seulement par l'État et notamment par le ministère de la Culture et d'autres ministères, mais par les villes notamment. Et donc la dépense publique est-elle légitime, et ce caractère légitime ou non de la dépense était interrogé par rapport justement à l'élitisme des consommations culturelles, et puis au fait que les retombées de la culture étaient souvent mal mesurables, discutées, etc. Et ces retombées, elles sont souvent mesurées en termes d'externalités positives, et c'est par exemple le tourisme. Le tourisme qui apporte évidemment beaucoup à la culture. On avait fait un travail il y a quelques années avec David Tesmar là-dessus et qui montrait effectivement cette externalité, mais peut-être un petit peu là aussi mise en question aujourd'hui avec toutes les problématiques de surtourisme qui ont trait évidemment au bien-être des individus dans les villes très touristiques type Barcelone, Venise et d'autres. Donc, notre idée a été de faire un pas de côté et de se dire, dans le fond, la culture, on réfléchit toujours en termes de création d'emplois, d'externalités positives, mais est-ce qu'il ne faudrait pas regarder le côté bien-être, le côté facteur de cohésion, le côté mieux vivre ensemble grâce à la culture. Et donc on a essayé de regarder tout cela par rapport aux transitions que j'évoquais tout à l'heure, et sur ce point, c'est surtout l'apport de l'excellent focus qui a été fait par Beuve, Perron et Pou sur justement cette relation entre culture, territoire et bien-être dont je voudrais rendre compte. Alors qu'est-ce qu'on a observé ? On s'est interrogé sur 3 points. Pardon, je vais en rajouter un troisième. Le premier, c'est la relation entre les dépenses culturelles des collectivités locales, et notamment des petites villes ou des villes moyennes, et les pratiques culturelles effectives des gens. Est-ce que les gens
consomment plus de culture quand on leur en offre plus. On peut se dire l'offre crée la demande. En culture, c'est un peu compliqué, mais je vais vous donner la réponse, là, je vois que vous êtes très impatient, dans quelques instants. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est la relation entre les mêmes dépenses culturelles des collectivités locales et, question très intéressante, la participation électorale, et je vous en dirai quelques mots donc tout à l'heure, et le troisième point, entre ces dépenses et le bien-être individuel. Alors, sur le premier point, je voudrais dire un point qui est peut-être mal connu pour la France. Il n'y a pas de désert culturel en France. Hein. Simplement, quand vous êtes dans certains territoires, vous allez être un petit peu éloigné des centres de culture, mais il y a toujours quelque chose à trouver, une médiathèque, une salle, etc. Et je n'ai pas regardé l'heure, il me reste combien de temps ? 5 minutes Ah non, ça va. Et quand on regarde les dépenses, en revanche, il y a des inégalités très fortes. Des inégalités. Si vous regardez, par exemple, les dépenses culturelles des communes et que vous les observez de deux points de vue, on peut les regarder de plusieurs points de vue, les dépenses de fonctionnement pour les équipements culturels et d'autre part, les subventions aux associations culturelles. Et on a regardé ça pour les villes, ce qu'on appelle les villes-centres, c'est-à-dire les villes qui sont en fait des centres autour desquels vous avez des communautés urbaines en quelque sorte. On l'a regardé pour les villes isolées, c'est-à-dire qui n'ont pas de banlieue en quelque sorte, pour Paris et pour les banlieues. Bon, on s'aperçoit, par exemple, pour donner juste une idée des inégalités, les dépenses de fonctionnement dans les villes-centres, c'est 149 € par an par habitant, dans les villes isolées, 79 €, dans les banlieues, 169 €, et à Paris, 240 €. C'est d'ailleurs là où, à la fois, la ville est la plus riche, le ministère de la Culture met le plus d'argent et où finalement vous avez aussi les gens qui ont le plus d'aisance pour pouvoir consommer de la culture. Alors quels étaient les résultats auxquels nous sommes parvenus? Vous les avez sous les yeux. Première chose qui est très intéressante, c'est quand on regarde la relation, pour revenir au bien-être, au sens très large du terme, c'est-à-dire le bien-être, c'est aussi dans le fond notre rapport à la vie politique et notre participation électorale, quel que soit ce qu'on vote, hein. Ça c'est une autre question. On s'apercevait du fait que finalement quand une petite commune ou une moyenne commune dépensait 100 € de plus dans la culture par habitant en un an, par an, hein, eh bien l'abstention reculait de 1%. Alors vous allez me dire 1% c'est pas beaucoup, et d'ailleurs c'est ce qu'on nous a dit quand on a présenté les résultats, mais en même temps c'est pas rien et c'est tellement important que les gens aient ce rapport à la citoyenneté qui les conduit à voter, qu'ils votent blanc ou autre chose. C'était un premier résultat. Le deuxième résultat que nous avons montré, c'est sur le bien-être individuel, à partir des données de bien-être justement qu'ont évoqué Mathieu et Louis tout à l'heure. Eh bien, on voyait la chose suivante, c'est que quand il y avait pour un ménage au moins une sortie culturelle dans l'année, c'était un petit peu comme si son revenu avait augmenté de 345 € dans l'année. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Et donc ça montrait quelque chose, c'est à quel point finalement on valorise et on survalorise nos pratiques culturelles quand on se met à en avoir. Donc voilà, alors ces quelques résultats étaient très intéressants. Qu'est-ce qu'ils montrent dans le fond? Ils montrent, et je reviens à mon petit pas de côté tout à l'heure, c'est qu'il faut sans doute sortir des silos dans lesquels on réfléchit et que la politique culturelle, elle a peut-être vocation à être pensée un petit peu autrement, c'est-à-dire les résultats de la politique culturelle, il faut peut-être les regarder aussi ailleurs que dans la culture, c'est-à-dire dans le bien-être des individus, dans ce qu'ils vont dire de leur vision du monde, dans leurs valeurs, etc. Et pas simplement dans le fait qu'ils sont dans les externalités, les fameuses externalités que j'évoquais tout à l'heure. Et le deuxième élément, j'ai personnellement beaucoup critiqué le pass culture, on pourra en parler dans le débat, peu importe, mais il y a une chose qui m'a semblé intéressante dans le pass culture, c'est l'idée qu'il soit un outil de géolocalisation qui permette à quelqu'un qui est dans une petite ville toute petite et qui croit qu'il n'y a rien autour de chez lui, de s'apercevoir qu'il y a une offre culturelle. Certes, il faut faire éventuellement quelques kilomètres et que le pass culture serve aussi d'instrument, vous savez, pour mutualiser les voyages éventuellement et pouvoir partager la voiture ou trouver un moyen de rejoindre cette offre culturelle et ainsi d'accroître son bien-être individuel. Voilà, je vous remercie et
voilà, je m'arrête là, peut-être je garde le reste pour le débat. Mais, merci Françoise. Alors avec la culture, je vois qu'il y a des questions qui sont un peu les questions qu'on nous pose tout le temps, qui sont les questions du financement. Et du coup, vraiment pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu as le sentiment que ce gain de bien-être des ménages s'étend jusqu'à en fait un consentement à l'impôt à la hauteur de ce que l'État peut investir là-dedans? C'est compliqué le rapport de la culture et à l'argent, notamment des Français. Je ne vais pas parler du consentement à l'impôt, mais déjà du consentement à payer. C'est frappant, vous savez, dans certains pays, les musées sont gratuits. Hein. Angleterre, États-Unis, contrairement à ce qu'on croit, sauf les grandes expositions qui, elles, sont très chères. Mais il y a une urne transparente où vous pouvez mettre de l'argent et en général, les gens en mettent. Et en France, on s'est beaucoup interrogé sur la gratuité des musées. D'ailleurs, maintenant, il y a pas mal de lieux de gratuité et avec deux effets intéressants. Un, ça ne fait pas augmenter la fréquentation ou de manière epsilonesque, mais d'autre part, les gens ne mettent pas d'argent dans une urne transparente quand on la propose parce qu'ils ont l'idée que c'est à l'État de financer la culture. Et donc, s'ils ont ça en tête, ils devraient consentir à l'impôt pour la culture. Et là, c'est plus compliqué, je dirais, ça dépend. Ça dépend aussi des explications et de la visibilité aussi de l'offre culturelle. Et un point est intéressant, je crois, c'est que cette visibilité, d'ailleurs, c'est une dimension très importante. Je vous donne un exemple dans les banlieues, par exemple, où les banlieues difficiles, où le niveau culturel est faible, mais où il y a quand même une offre culturelle qui n'est pas nécessairement fréquentée par les gens qui habitent là. Mais en même temps, quand on les interroge sur leur relation à ces lieux-là, eh bien, ils sont très, très attachés à ce que ces lieux existent. Est-ce que pour autant ils pensent que c'est à eux de les financer? C'est une autre question bien plus complexe. Merci. Oui, alors c'est Akiko donc qui va prendre Akiko Siwa Esenzeman qui va prendre donc le relais. Ah, voilà. C'est bon? Il faut s'entêter, ça finit par marcher. Voilà. Ah oui, ok. Bon. Merci beaucoup. Merci Françoise. Merci aux équipes du GECO. Moi, je vais revenir aussi par un pas de côté sur ce qui vient d'être dit, notamment par Louis Margolis et Mathieu. Mais je ne vais pas parler du bien-être subjectif pour des raisons que vous allez voir tout de suite. Mais je vais parler de bien-être individuel dans des transitions macro et aussi de retraite. Et pour ça, je vais vous présenter en avant-première, comme on dit, les principaux éléments d'un livre que je suis en train d'écrire avec des collègues donc vous voyez les noms, Jérôme Bourdieu, Lionel Ketzenbaum et Gilles Postel-Vinet, donc des historiens et des économistes. Donc maintenant, on change de cadre, on se remet un peu avant, 19e, 20e siècle. Donc changement macroéconomique, donc là il y en a pas mal, il y a quelques révolutions, c'est après la Révolution française, il y a aussi les journées de juillet, 1848, la Commune, il y a quelques guerres, les 1870 et 2 guerres mondiales, la dernière famine, la dernière épidémie de choléra, donc des changements macroéconomiques assez intenses, et aussi urbanisation et industrialisation. Donc ce qui était une France agricole, rurale, une industrie familiale, ce qu'on appelle en anglais cottage industry, donc comme les canuts à Lyon, c'est bouleversé par la révolution industrielle, l'essor d'une industrie moderne, les mines, les chemins de fer, les usines, voilà, tout ce que vous avez lu aussi dans les romans de Zola. Donc, comment ces changements macroéconomiques ont-ils été vécus par les individus? Donc là, vu l'époque, effectivement, je ne peux pas tellement vous faire d'enquête subjective, mais une jonction de ce qui se passe au niveau macro et ce qui se passe au niveau individuel, c'est l'emploi. Et
si on se met maintenant au niveau des types d'emplois que les gens peuvent occuper dans ce monde qui se bouleverse, on passe d'un monde de travailleurs indépendants, de propriétaires, d'artisans, de boutiquiers, de cultivateurs, à un monde de chefs d'entreprise, enfin il y en a assez peu, et surtout un monde d'ouvriers et d'employés. Donc transition macro, transition individuelle, et nous, notre lorgnette pour regarder ça, ça va être la richesse individuelle, les patrimoines. Et donc pour cela, je vais utiliser une base que nous avons contribué à enrichir, qui est cette base Tra-Patrimoine. Donc c'est une base de patrimoine au décès de Français morts entre 1825 et 1960, dont le nom commence par les lettres T-R-A. Donc je pense qu'il y en a dans la salle, donc les Trajans, les Tranchants, les Tranes aussi. Donc c'est une grande enquête démographique qui a été initiée par Jacques Dupaquier et avec un volet économique qui a été initié par Denis Kessler, au temps où il était à l'université de Nanterre et qu'on a repris. Donc la base, c'est des actes d'état civil et des déclarations de succession au décès à l'enregistrement. Et ça nous donne une France, il y a 80 000 individus dans la base, donc à peu près 500 décès par an. C'est une France comme on dirait, au 1 1200e. C'est représentatif, pas des top 1%, pas des plus riches, mais de la richesse ordinaire de Français ordinaires. Donc une histoire de la croissance économique vue un peu au ras des pâquerettes des Français ordinaires. Donc mon plan va être, je vais faire juste 2 points. D'un côté l'emploi et de l'autre la richesse. Donc l'emploi, ce que je vous disais, c'est ce monde ancien des indépendants propriétaires de leurs fermes, propriétaires de leurs boutiques, et de salariés précaires. Donc les salariés précaires, les plus précaires, on les appelle des journaliers, et on voit bien pourquoi. Ils sont employés à la journée. C'est des domestiques, agricoles ou urbains. Ils sont précaires, mais ils sont aussi libres. Il n'y a pas de contrat de travail. Ils sont libres de partir quand ils veulent. Et ils tiennent à cette liberté. Et le monde nouveau, c'est un monde de nouveau de chefs de grandes entreprises. Mais nous, les top 1%, on les voit de temps en temps, 1%. Et en face, des salariés, des ouvriers, des employés. Et certains, et c'est ça ce qui nous intéresse, vont peu à peu gagner des droits sociaux. L'assurance chômage, les retraites. Et c'est un changement parce que, notamment avoir des retraites, ça veut dire qu'on peut devenir salarié toute sa vie. On peut être des salariés permanents. Alors qu'avant, on était précaire. C'est-à-dire que quand on est domestique de ferme, ce qu'on rêve, c'est d'accumuler assez pour pouvoir acheter une ferme et devenir propriétaire. Donc on est domestique quand on est jeune. On est garçon boucher, puis on espère devenir boucher et avoir sa boutique. Et là, tout d'un coup, arrivent ces salariés permanents, ces salariés avec des droits. Et donc, cette transition, elle n'arrive pas par hasard, elle arrive parce que est reconnu dans la loi le principe de subordination, c'est-à-dire qu'entre employeur et employé, l'employé est subordonné à l'employeur, et s'il est subordonné, il a droit à des compensations qui sont ses assurances et ses retraites. Et donc, si on regarde la structure d'emploi par zone géographique, donc là, il y a les indépendants en bleu, et puis 2 types de salariés, les salariés anciens, les précaires, en vert clair, et les salariés modernes avec des droits, en vert foncé. Et puis ceux qu'on n'a jamais arrivé à classer, c'est-à-dire les mixtes, c'est-à-dire les maçons, ils peuvent être à leur compte, ils peuvent être dans des usines, donc nous on les appelait mixtes. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une différence entre rural et urbain. Les salariés modernes, comme on peut s'y attendre, c'est un phénomène urbain. C'est des employés, à la campagne, la part des indépendants diminue sur un siècle, entre 1825 et entre le 19e et le 20e siècle. Alors, il faut faire attention parce que là, je parle que des hommes. Parce que c'est des professions au décès, et en fait, les femmes ne déclarent très peu de professions au décès. La moitié des femmes ne déclarent pas de profession au décès. Alors même qu'elles travaillent avec leur mari à la ferme ou à la boutique.
Et donc ça, on en parle dans notre livre, mais là, je ne vais pas vous montrer ça. En termes de richesse, maintenant, qu'est-ce que ça a comme impact? On passe de nouveau d'un monde ancien où les indépendants ont un capital professionnel, terre, boutique ou outillage, à un monde nouveau où le capital est déconnecté. Le capital des usines, des grandes entreprises, c'est des actions. C'est tout petit, enfin c'est tout petit. C'est divisé entre plein de gens. Donc se crée un décalage entre capital productif et capital personnel. Et les salariés, ces salariés modernes, ils disposent de retraites. Donc, en un certain sens, si vous avez des retraites et si elles étaient suffisantes, ce qui est un petit caveat, vous pourriez être libéré du capital. Vous n'avez plus du tout besoin d'épargner, puisque vous avez cette retraite qui vous attend. Donc, on s'attend à retrouver des gens avec aucune richesse au décès, sans patrimoine. Or, c'est bien ce qu'on voit en partie. Et donc, ce qu'on a fait, donc ça c'est un peu peut-être difficile à lire, mais on a divisé le monde par groupe de richesse, de 0 à top 1%, mais on fait d'abord les zéros. Il y a des gens avec des richesses nulles, et c'est le gris en bas des colonnes. Et ce gris, comme vous voyez, il n'est pas du tout négligeable. En population complète, c'est 30% de la population qui meurt sans laisser de patrimoine. Et en fait, au XIXe siècle, pendant cette révolution industrielle et cet énorme accroissement de richesse de la France, ça va passer de 30% à 50%. 50%, la moitié des gens meurent sans patrimoine. Et quand on a vu ça, la première fois, on était un peu surpris. C'est pas parce qu'ils sont pauvres, mais c'est parce que l'utilisation de la richesse est différente. L'utilisation de la richesse avant, c'était avoir une ferme pour pouvoir vivre de sa ferme et la transmettre à ses descendants. Si on est dans un monde de salariés avec des droits, de nouveau, il y a peut-être moins besoin d'épargner pour ses vieux jours. Donc les sans patrimoine, ce n'est pas forcément des gens pauvres. Et comme vous voyez aussi, les salariés ou les précaires qui sont sur la droite du graphique, il y a beaucoup plus de ces zones grises, alors que les indépendants qui sont à gauche, il y en a beaucoup plus qui sont riches, donc qui sont au-delà qui sont dans le premier décile, voire même dans le premier centile de patrimoine. Donc maintenant, allons un tout petit peu plus loin et examinons la composition du patrimoine. Et ça, c'est ce que je peux faire en regardant ce qui s'appelle les registres de mutation par décès. Et pour cela, il faut s'interroger sur les motifs des détentions du patrimoine, de la richesse. En gros, on peut dire que, de nouveau, indépendants salariés, on a besoin d'avoir du patrimoine parce qu'on en a l'usage, un usage professionnel ou un usage individuel, c'est le logement, ou parce qu'on veut épargner pour ses vieux jours, donc des actifs, des actions, des obligations, des comptes bancaires. Et donc là, on voit aussi, donc là, et puis bien sûr, on a des meubles. Donc les meubles, les biens durables, c'est le bleu clair. Mais sinon, vous voyez que les indépendants, ils ont de l'actif professionnel et de l'immobilier professionnel. C'est le marron et surtout le vert. Alors que les salariés, ils ont plutôt de l'épargne, donc le violet et le rouge. Mais comme la nature revient au galop, ils ont aussi du logement. Donc là, c'est juste pour vous donner une idée de ces bouleversements et comment ils se traduisent au niveau individuel. Et donc pour conclure, ce détour par l'histoire, ça montre que les indépendants dans cette histoire, ils ont tout perdu. Ils avaient du capital, mais ils ont perdu le contrôle du capital productif. Les salariés modernes, ils acquièrent des droits sociaux, mais c'est des retraites, petites retraites, insuffisants pour vivre leur fin de vie. Donc il leur faut quand même de l'épargne et un logement. Donc ces questions de la vieillesse et de financement de la retraite qu'on a retrouvé dans ce que disait Louis Margolis, on le retrouve toujours. La misère comment mesurer le bien-être. Un moment clé pour mesurer le bien-être, c'est la retraite. Et le dernier point que je voudrais faire, c'est que
il y a ces concepts économiques, salariat, richesse, patrimoine, capital, mais ces concepts économiques ont une évolution historique et sociale. La richesse, quand on est un petit indépendant, c'est pas la même chose que quand on est qu'on est les maîtres du monde. C'est pas la même chose que quand on est concurrencé par la grande entreprise ou qu'on a des actifs financiers, qu'on est salarié. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Akiko. C'est passionnant parce que, enfin, en écoutant, je me disais, mais tout ça renvoie aussi à des valeurs qui bougent, j'imagine. Sur la propriété, sur l'argent, sur les solidarités interindividuelles. Et je trouve que, enfin, en arrière-plan, je ne sais pas si vous allez regarder cela, mais il me semble que les hiérarchies de valeurs changent sans doute avec ces mouvements très forts dans les emplois, dans le rapport à ce qu'est une vie et une vie professionnelle. Oui, donc de nouveau, je n'ai pas de perception subjective, d'enquête subjective, mais ce qu'on peut voir, c'est les co-résidences. Ouais. Donc les co-résidences de parents-enfants qui sont tellement importants et qui, bien sûr, avec l'urbanisation, ça disparaît peu à peu. Et puis ce capital, de nouveau, que les gens veulent transmettre. Donc ça, c'est le dernier motif dont je n'ai pas parlé. Le capital que l'on transmet, on le transmet souvent avec un mode d'emploi. Si on transmet de la terre, on sait que c'est la bonne terre, on sait où est-ce qu'elle est bien cultivée, la maison, bien sûr, tout ce que... Donc, ou la boutique et la clientèle. Donc, c'est pas du... Il y a vraiment ces valeurs, ce savoir-faire, comme on dirait, informel, et cet attachement au capital que l'on essaie de mesurer avec aussi dans ce livre. Merci. Alors, on a pas mal de questions. Enfin, on a des questions qui impliquent qu'on fasse peut-être de nouveau un pas de côté. Je ne sais qui souhaitera répondre. On en a une, par exemple, sur la dette abyssale de l'Europe. Et j'ai envie de poser la question du rapport entre dette et bien-être. Mathieu, peut-être ? Alors, je m'aventure en terrain mouvant. Mon intuition, ça serait que la dette publique, c'est quelque chose de trop abstrait pour avoir vraiment un effet direct sur le bien-être des gens. En revanche, ça pose la question de la relation entre bien-être et revenu et patrimoine. C'est la question qu'on pose tout le temps, est-ce que le revenu, est-ce que l'argent fait le bonheur ? Et on répond oui jusqu'à un certain point, et puis après, plus trop. Mais pas pour les mêmes raisons en fonction des sociétés. Aux États-Unis, dans une société anglo-saxonne, où le positionnement social est très lié au revenu, les gens parlent du revenu, se comparent. Et donc, ce lien entre revenu et bien-être est assez naturel. En France, on ne parle pas de notre revenu. Comment ça se fait qu'il compte autant ? Parce que ce n'est pas comme ces structures de consommation étaient si différentes entre les différents quintiles de revenus ou les déciles de revenus en France. Et ce que les travaux qu'on a menés ont montré, c'est qu'en France, l'argent joue un rôle de garantie. C'est que si les gens plus riches sont plus heureux en France, c'est qu'ils ont moins peur pour leur avenir. Et c'est ce matelas de sécurité. Et évidemment, le patrimoine joue aussi là-dessus. Et on sait en France, autant l'État est endetté, mais d'un autre côté, l'État est riche, et les ménages le sont encore plus, puisqu'il y a un patrimoine colossal des ménages. Sauf que là, on vient sur les sujets d'Akiko, ce patrimoine, aujourd'hui, il est coincé dans l'immobilier. Et ça pose deux problèmes. Un, c'est que l'immobilier, c'est pas liquide. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre une partie de votre maison pour rendre l'autre habitable si vous avez des problèmes de mobilité. Ces dispositifs n'existent pas en France, ce qu'on appelle la fongibilité. Et d'autre part, de plus en plus, on se rend compte avec la transition écologique que la pierre, en fait, c'est risqué. Parce que la maison, elle se retrouve avec des fissures, parce qu'elle est en zone gonflement-rétraction d'argile. C'est juste un tiers du patrimoine bâti de la France. Ou bien on se retrouve les pieds dans l'eau et avec une maison complètement invendable, alors que c'était tout le patrimoine. Et du coup se pose la question de qui peut venir apporter cette certitude, cette sécurité qu'il y aura quelqu'un pour me rattraper en cas de gadin, ou quelque chose pour me rattraper en cas de gadin, qui est au cœur de ce qui fait et ce qui fonde le bien-être subjectif et la satisfaction.
Or, à une époque où même les assureurs sont en train de tirer la prise dans certains États des États-Unis, force est de constater que le seul acteur qui a la surface suffisante pour ça, c'est l'État. Et que plutôt que de regarder la dette abyssale de l'État, il faudrait peut-être regarder ce que l'État a la capacité de faire avec cette dette, parce que les États, et la France aussi, auront la possibilité de s'endetter encore beaucoup plus qu'il ne faut qu'aujourd'hui, précisément parce qu'il y a tout ce patrimoine qui leur appartient, soit le patrimoine public, soit qui est taxable parce que le patrimoine privé est là aussi, parce que c'est eux et eux seuls qui aujourd'hui peuvent être les derniers garants, les derniers remparts face aux risques impliqués par la transition climatique. Plus personne n'a la surface suffisante pour nous protéger et organiser un système de protection face à ce type de risque. Merci. Alors, il y a une question sur l'entreprise, sur le rôle de l'entreprise par rapport au bien-être des personnes face aux transitions. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre? Alors, je monopolise un peu le micro. C'est un problème en France. C'est-à-dire que autant les Français sont satisfaits de leur travail, ce qu'on a vu, autant il y a aussi un mal-être au travail. C'est-à-dire qu'ils sont satisfaits de leur travail, mais ils estiment beaucoup ne pas avoir les conditions pour bien le faire. Et dans les comparatifs européens, sur l'enquête européenne sur la qualité de vie au travail, on est assez loin, et en particulier sur l'index de management. Moi, je fais bien mon boulot, mais il y a mon chef qui me casse les pieds. Et ça, c'est une dynamique au CEPREMAT qu'on a documentée depuis assez longtemps. C'est-à-dire qu'en France, on a fait... contrairement à l'Allemagne, où il y a eu un énorme investissement dans le capital, matériel immatériel, c'est-à-dire qu'on a installé des machines, on a formé les gens à utiliser ces machines. En France, par tout un jeu qui tenait beaucoup au fait qu'on voulait beaucoup lutter contre le chômage, et que le chômage c'était un chômage de personnes peu qualifiées, on a mis toutes les incitations aux entreprises pour utiliser beaucoup de travail, et beaucoup de travail peu qualifié, et dans des conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées. Et on a un problème en France aujourd'hui qui est un problème de qualité de l'emploi, qui finit par se traduire par de la souffrance au travail. Et donc les entreprises ont une responsabilité essentielle et première dans le fait de rattraper les 20 à 25 ans là qu'on a complètement loupé, à considérer le travail comme complètement substitut du capital. Je sors mes salariés et puis j'en prends d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui ne va plus marcher, qui ne va d'autant moins marcher dans un contexte de transition démographique où on voit que les salariés, en particulier les salariés qualifiés, sont moins nombreux, et donc ils se mettent à nouveau avoir du pouvoir de marché. On a moins de chômage, donc les jeunes en particulier ont du pouvoir de marché et sont plus exigeants sur les conditions. Et honnêtement, il y a beaucoup d'entreprises à qui on sent que ça fait tout bizarre. Alors, il y a une question sur numérique et bien-être individuel. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui là-dessus, notamment sur la migration d'une partie du travail avec des gens qui travaillent chez eux, et on s'aperçoit à la fois que ça peut être un facteur de déclin de la productivité et que c'est très ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois, quand c'est par exemple une journée par semaine, ça permet une certaine souplesse organisationnelle et peut-être moins de coûts de déplacement pour les salariés. Quand c'est plusieurs jours, ça veut dire beaucoup plus d'isolement, et on sait très bien, et ça a été très bien dit tout à l'heure, que la solitude, l'isolement, c'est un facteur plutôt de mal-être. Et donc le numérique a des effets extrêmement ambivalents. Vous savez, il y a cette parabole des Aubes qu'on cite souvent, du pharmakon en grec, qui veut dire à la fois le poison et le remède. Et on retrouve ça, bien entendu, dans l'usage du numérique dans l'entreprise et au travail. Il y a une autre question, puisque j'aborde, je la garde, pardon, puis après je vous la donne. Il y a une question sur le pass culture. J'ai fait une allusion rapide au pass culture. Effectivement, il pose beaucoup de questions, une question d'objectifs. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Il y avait deux objectifs qui étaient donnés, qui sont très différents. Le premier, c'est diversifier les publics. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez des effets d'aubaine importants, puisqu'il y a des publics qui sont déjà des publics de la culture. Donc à ce moment-là, il faut centrer le pass culture
qui est une somme qui est donnée aux jeunes, 300 € de 18 ans, au moment de 18 ans pour des pratiques culturelles. Donc voilà, il y a ce problème d'effet d'aubaine. Et puis le deuxième objectif qui était donné au Pass Culture, c'était de diversifier non plus les publics, mais les pratiques, c'est-à-dire faire que les jeunes qui lisent des BD aillent aussi au spectacle. Bon, d'une part, c'est un échec alors absolu, là, ça, c'est-à-dire le spectacle n'a pas du tout bénéficié du Pass Culture. Et d'autre part, on peut s'interroger, c'est-à-dire est-ce que ça doit être un objectif de politique publique que les jeunes aient touché à toutes les pratiques culturelles, ça peut se discuter. Donc déjà, une confusion des objectifs, il y avait une ignorance aussi de ce qu'apportent les travaux académiques, c'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est bien avant 18 ans que les choses se jouent. Alors on a rabaissé, on a créé du coup un pass pour les plus jeunes qui se gère au niveau des écoles et que je trouve beaucoup plus intéressant que le premier Pass Culture. C'est-à-dire c'est 20 ou 30 €, ça dépend des classes, par élève, et ça permet aux professeurs d'organiser par exemple une belle sortie culturelle ou autre chose du même genre. Et donc une ignorance des travaux de la sociologie qui sont pourtant des travaux extrêmement pertinents et bien documentés. Et une ignorance aussi de la complexité du dispositif. C'est une grosse usine à gaz, ce Pass Culture, parce qu'il faut, par exemple, vous êtes libraire, il faut que vous alliez dans le pass, en quelque sorte, et qu'ensuite on vous rembourse les livres qui ont été achetés avec le pass, etc. Ensuite, du point de vue de l'efficacité, ce qu'on en sait déjà maintenant, je vous donne un exemple, l'industrie des mangas vraiment bien bénéficier du Pass Culture. Est-ce que c'est un objectif de politique publique que de le faire, d'autant plus que ce pass coûte en moyenne 260 millions d'euros et qui coûte au ministère de la Culture rien qu'en organisation 30 millions d'euros. Donc voilà. Mais après, moi ce que je trouve très intéressant, c'est la part collective du Pass Culture, voilà, et qui, elle, peut être un facteur de bien-être dans les écoles, ce qui est très important quand on sait tous les enjeux de bonheur et d'adhésion à la vie collective qui se joue au niveau des collèges et des écoles. Voilà. Alors ensuite, il y avait une question sur le protectionnisme. Ça, je vais peut-être pas trop m'attarder parce qu'on est loin quand même de la question du bien-être, mais sur les inégalités entre pays et le bien-être, peut-être Akiko, est-ce que ça t'inspire ou je ne sais pas. Les inégalités entre les pays, inégalités, sur les inégalités, soit dans les pays, soit entre pays, comme tu le... Oui, oui. À l'intérieur des pays, ça c'est, je crois que c'est vraiment une des choses qui sont les plus prégnantes et les plus importantes qui expliquent beaucoup vu l'actualité, qui explique sans doute beaucoup de choses qui se passent dans les comportements électoraux. Et l'inégalité entre pays, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important dans le sens où on est de plus en plus citoyens du monde. Il y a vraiment une manière de voir l'inégalité en se disant on est citoyen du monde et où sont les inégalités? Et dans ce cas-là, la vision est les poches de pauvreté. Donc c'est pas l'inégalité des plus riches qui est importante, mais c'est aussi les poches de pauvreté. Les poches de pauvreté au niveau du monde, elles sont dans certaines régions de pays très grands. Donc au Brésil, en Inde. C'est là où il y a l'inégalité, et si ces régions elles-mêmes devenaient indépendantes, tout d'un coup ça deviendrait des pays très pauvres, mais on ne les voit pas. Donc je trouve que cette vision entre interpays, intrapays, c'est important, mais maintenant il faut vraiment se rendre compte qu'à l'intérieur de certains pays, il y a des poches d'inégalité. Pensez à Bombay, les favelas et à côté les énormes gratte-ciel. Cette espèce de coexistence de deux mondes. Et de même, dans certains pays, à revenus moyens, pas les plus pauvres, dans certains pays à revenus moyens, l'existence de régions extrêmement pauvres, ça veut dire que ce n'est pas juste un problème de ressources, que c'est des pays qui n'ont pas d'argent. C'est un problème politique.
J'ai envie de me tourner vers Louis. Je ne sais pas si cette question va vous inspirer, mais dans le fond, elle rebondit un peu avec ce que vous avez évoqué sur la retraite. Et puis, vous êtes jeune, donc vous avez sûrement une réponse. Que répondre aux bienheureux nostalgiques qui sont convaincus de la maxime « c'était mieux avant » C'est une bonne question. Donc, je ne voulais pas vous coincer. Non, aucun souci. Une des mesures qu'utilise le CEPRIMAP dans cette, dans justement leur série de questions sur le bien-être subjectif, et je parle sous le contrôle de Mathieu, mais c'est si vous pouviez vivre à n'importe quelle époque, à quelle époque est-ce que ce serait? Et donc on voit qu'effectivement, on a toujours une certaine partie des personnes qui disent j'aimerais vivre à l'époque actuelle, mais on a aussi des gens qui... on a évidemment un certain attrait pour les années 80, indépendamment des générations, simplement à cause du mythe créé autour, mais en général, les gens effectivement ont tendance à signaler, il me semble, que la période où ils aimeraient vivre, s'ils pouvaient vivre à n'importe quelle période, ce serait la période où ils avaient entre 20 et 30 ans. Donc où ils étaient effectivement plus jeunes, peut-être où ils n'avaient pas encore commencé à rencontrer autant de difficultés dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, etc. Donc je pense qu'effectivement sur cette maxime-là, il y a toujours un peu cette nostalgie de quand on était plus jeune. Après, par rapport à la retraite, je ne sais pas si... Je ne sais pas, Mathieu, si tu as des idées là-dessus, mais ouais. Alors, je me tourne vers Mathieu, qui pourra peut-être ajouter quelque chose. Et puis, une question pour vous. Les pays nordiques sont souvent identifiés comme les ténors du bien-être. Quelles sont les deux, je ne sais pas pourquoi deux d'ailleurs, il y en a peut-être plusieurs, deux principales raisons? Si j'ai deux raisons, je dirais, un, ce sont des pays qui sont égalitaires, plus que la France, avec une égalité qui est une égalité par le bas, c'est-à-dire que la situation des plus défavorisés est meilleure dans ces pays-là. Et le deuxième, c'est que ce sont des pays transparents. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes droits. En France, il y a quand même une multiplicité de droits, en particulier de droits sociaux, qui est, de point de vue de nos voisins, complètement ahurissante. Vous êtes une femme, vous êtes conseillère bancaire. Non, vous êtes une femme, vous êtes dans la direction financière d'une banque. À votre deuxième enfant, vous avez droit à 9 mois de congé maternité. Vous êtes une femme dans la direction financière d'une administration en face, vous n'avez pas droit à la même durée de congé maternité. Vous faites le même boulot. Et vous n'avez pas les mêmes droits. Et la France est traversée de cette opacité à elle-même, là où, dans les pays nordiques, vraiment une grande caractéristique, c'est tout le monde contribue, donc tout le monde a les mêmes droits. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré et qui fonde une société qui est aussi une société de la confiance et de la réciprocité. Parce que je sais que j'ai les mêmes droits et les mêmes devoirs que celui d'à côté. Donc je ne suis pas toujours à regarder, est-ce que l'autre à côté n'est pas en train de tirer au flanc, profiter et tout ça, parce que je ne sais pas de quoi il bénéficie. Il bénéficie de la même chose que moi, c'est la même chose pour tout le monde. Alors, transition écologique et bien-être. Avons-nous identifié des inquiétudes sur une perte de bien-être à venir vis-à-vis des efforts potentiels à faire pour la transition écologique? Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir? Il me semble qu'on les a déjà identifiés largement, c'est-à-dire que, je me tourne vers vous les jeunes, l'éco-anxiété, ça existe beaucoup chez les jeunes. Enfin, moi, je vois, j'en discute souvent avec mes étudiants. Alors, c'est pas scientifique ce que je dis là, mais par ailleurs, il y a eu des études, il y a eu des travaux là-dessus, et on voit bien que c'est effectivement au centre des questions. Et la question ensuite des efforts qui doivent être faits par rapport à la transition écologique. Vous avez eu un rapport, le rapport Pisani-Mafos, qui était très intéressant sur le financement de la transition, qui montrait bien à quel point les efforts qui devaient être étaient extrêmement significatifs, qu'il faudrait sans doute accepter une forme de réduction d'un bien-être immédiat au profit d'un bien-être futur. Et c'est vrai que tout à l'heure, on posait la question justement de l'horizon finalement temporel que les gens ont dans leurs anticipations. C'est vrai que c'est un vrai sujet.
Et pour les plus anciens, il y a aussi la solastalgie. C'est-à-dire que nous sommes sensibles, sans le savoir, à la modification des écosystèmes autour de nous. Le fait qu'il y ait moins de chants d'oiseaux, par exemple, c'est quelque chose qui a été démontré. Ça génère une inquiétude latente, même chez des gens qui n'en sont absolument pas conscients. Nous nous rendons compte que notre environnement évolue et pas dans la bonne direction. Et ça, c'est quelque chose qui pèse généralement sur le bien-être. Et d'autant plus qu'on est plus âgé, puisqu'on mesure beaucoup plus la différence par rapport... Mais punaise, mais c'était plein d'animaux, c'était plein de sauterelles, ce champ, quand j'étais jeune. Qu'est-ce que c'est que ce machin désert aujourd'hui? Et même si on y pense, même si on ne le voit pas, quelque part, il y a des processus cognitifs qui sont à l'œuvre et qui nous envoient des signaux d'alerte qui contribuent à une angoisse latente qui est complètement diffuse. Alors, peut-être encore une question. On parle de baisse de pouvoir d'achat, mais depuis quand n'a-t-il pas augmenté si on prend plus de hauteur sur une ligne de temps plus longue? Oui. Quelqu'un veut répondre? Oui, le pouvoir d'achat a augmenté. Et il n'a pas... et récemment... enfin, c'est très frappant. Le décalage entre le discours médiatique et les statistiques, et entre le ressenti et le réel, hein, et notamment, par exemple, sur l'inflation. Il y a des travaux intéressants, par exemple, sur l'inflation telle qu'elle est ressentie. Effectivement, parce que d'abord, elle pèse inégalement sur les différents biens que l'on peut acheter. Il y a eu une inflation alimentaire importante, enfin sur les produits alimentaires, qui est moindre que sur d'autres produits. Mais par ailleurs, c'est vrai que souvent, le ressenti est très différent du réel. Quand il y avait eu le passage à l'euro, par exemple, tout le monde avait l'impression que l'euro avait créé une inflation qui, en fait, n'existait pas quand on regardait les statistiques de l'INSEE. Mais je crois que ce qu'on a essayé de montrer tous, chacun dans son domaine, c'est que ce que les gens ressentent est tout aussi important que les statistiques effectives, parce qu'ensuite, leurs comportements vont s'aligner sur leur ressenti en quelque sorte, et leur comportement aussi au-delà de l'économie en matière politique. On a un effet du revenu arbitrable. On a l'impression d'avoir de moins en moins de revenus arbitrables, c'est celui dont on dispose à la fin du mois, mais aussi parce qu'il y a des choses qui passent de l'un à l'autre. Quand on arrête d'aller au cinéma mais qu'on prend un abonnement Netflix, on a moins d'avenus arbitrables puisque ça passe dans un abonnement. C'est un truc qui est enlevé de moins sur le compte. Mais on a acheté un service en plus, et quelque part, on a l'impression d'avoir moins à la fin du mois, alors qu'on a acheté plus, on a accès à plus de services. Akiko, oui, moi je voulais dire aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui interpelle un économiste, que le décalage entre ressenti et réel. Je crois qu'il y a aussi des travaux de Murdoch sur l'Inde, et ensuite il est passé aux États-Unis, sur le timing, c'est-à-dire au cours du mois, sur le moment, ou au cours de l'année, mais surtout même au cours du mois, le moment où les dépenses arrivent et les revenus arrivent. Et il dit, il y a un décalage. Et un décalage qui est d'autant plus crispant pour des familles qui ont peu de ressources. Et dans ce cas-là, pendant les 2-3 jours, en moyenne, ils ont un revenu qui leur permet de vivre. Mais pendant les 2-3 jours où ils serrent les dents en se disant « mais j'ai cette dépense qui va arriver, est-ce que mon salaire va tomber le 24 et pas le 25 ?» Eh bien là, ils se sentent pauvres. Et ça fait partie du ressenti. Et ça veut dire que si quelqu'un fait des statistiques au niveau mensuel ou à la fin du mois, il ne le voit pas, mais on peut travailler aussi et chercher ce genre de choses. Donc je pense que ressenti est réel. J'espère qu'on peut arriver à trouver des pistes pour les réconcilier. Merci Akiko. Pourriez-vous donner une source de ce qui a été dit par Mathieu sur les oiseaux, très intéressant? Je vous invite à consulter sur le site du CEPREMAP, cepremap.fr, une note sur changement climatique et bien-être, qui est un peu une revue de la littérature, et c'est de cette revue de littérature-là que je tire cet exemple. Excusez-moi, les pays nordiques? Non, ça je l'ai déjà dit. Peut-on faire un lien entre bien-être et lieu de vie? Quartier, type d'habitat, surface, etc. D'une certaine manière, c'est dans ton travail, c'est ce que tu as montré.
Oui, je pense que les lieux de vie, c'est aussi ce que des économistes appelleraient du capital social. C'est des endroits, des réseaux, des gens qui peuvent offrir un emploi, qui peuvent donner un coup de main. C'est aussi historiquement tout ce qui était ce qu'on appelait les bureaux de bienfaisance, donc tout ce qui était l'aide sociale, c'était lié à une localité. Donc les territoires, les petites localités, c'est vraiment très très important et il faut qu'il reste, il faut qu'il y ait de la solidarité à ce niveau local. Louis ? Oui, effectivement, on voit assez régulièrement des différences entre les milieux dans lesquels... Donc, moi, j'ai regardé spécifiquement si les personnes vivent en milieu rural ou dans quelle taille d'agglomération ils vont vivre, par exemple. Et on voit qu'effectivement, il y a des différences. Donc, notamment avec les dimensions d'âge, on voit que quand on est... actif, c'est peut-être plus sympa de vivre dans des petits villages ou dans des lieux peut-être un peu plus ruraux, un peu plus isolés, où on a la place d'avoir sa maison avec son jardin, sa piscine, quelques voisins, mais voilà. Mais par contre, par exemple, avec l'âge, on voit que le fait d'être dans ces lieux plus isolés, le bien-être des personnes dans ces lieux va diminuer au profit du bien-être des personnes dans les... peut-être petites villes ou qui sont à proximité, par exemple, de différents services. Donc, dans quelque sorte, effectivement, là, donc c'est très spécifique au type au type d'environnement dans lequel les personnes vivent, mais effectivement, on peut voir qu'il va y avoir des différences quand on croise environnement, âge et puis bien-être. Il va y avoir effectivement un certain nombre de différences là-dedans. Merci. Alors, oui, sur les lieux de vie, en plus on peut ajouter une chose, c'est que moi, dans les politiques territoriales, il y a quelque chose que je trouve très intéressant en France aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. D'une certaine manière, ça rebondit sur ce que décrivait Akiko, c'est-à-dire des lieux où les gens vont venir, ce sont souvent d'anciennes friches industrielles qui ont été reconverties par les communes, et ça permet à des gens de venir chercher du travail parce qu'il y a des ordinateurs, rencontrer des gens même s'ils ne leur parlent pas, mais s'ils sont très isolés, il y a quand même des gens là qui sont là, qui mangent leur sandwich, où il y a des petites conférences, ou des choses qui se passent, et donc de redonner une vie sociale à des lieux qui sont souvent où les gens souffrent beaucoup de la solitude, justement. Alors peut-être une dernière question, parce qu'elle est revenue 2 fois. Bon, je pense que la personne qui l'a posée y tient beaucoup. C'est: le bien-être serait-il plus élevé si en France nous appliquions la semaine de travail de 4 jours comme en Grande-Bretagne? On aimerait bien le savoir. Non, pour faire très court, l'état de l'art là-dessus, ça marche dans les entreprises qui sont partantes pour le faire. C'est-à-dire que dans des expérimentations où effectivement le passage à la semaine de 4 jours avec maintien du salaire a été appliqué en Allemagne, par exemple, il y a eu un rapport qui est sorti la semaine dernière sur le cas allemand. Ça a eu des conséquences positives sur le bien-être et sur la productivité. Le problème, c'est que ce sont des entreprises qui sont disposées à se lancer dans l'aventure et que du coup, on ne sait pas trop à quel point ça peut marcher si c'est pour tout le monde. Donc pour l'instant, pour nous, ça reste une question ouverte, même si ça reste quelque chose qui, aujourd'hui, sur la base de ce qu'on a, est extrêmement prometteur. Merci Mathieu. Alors, en France, les bienheureux vivent à l'ouest, col blanc, pas de cheminée industrielle, donc pas de fumée, alors que les moins heureux vivent plutôt à l'est, col bleu, ex-friche industrielle. Est-ce une tendance au niveau européen? C'est difficile de répondre de manière... parce que Akiko a la réponse historique. Oui. À Paris, c'est lié au vent. À Paris, c'est lié au vent. C'est-à-dire qu'il y a les vents qui arrivent de l'ouest, et donc... Et donc ça, les gens sont dans la banlieue ouest. Mais
mais aussi à Paris, il y a aussi eu des politiques au XIXe siècle d'adduction de l'eau, par exemple, qui ont fait que tout d'un coup, quand je vous parlais tout à l'heure de la dernière épidémie de choléra, il y avait du choléra à Paris, et puis peu à peu, il y a eu de l'adduction d'eau, il y a eu des politiques volontaristes pour faire que ces différences géographiques s'estompent avec une infrastructure et un réseau d'eau. Enfin, on peut faire des choses pour changer ces... Il n'y a pas de malédiction géographique. Non. Bien, eh ben, écoutez, j'ai laissé peut-être des gens qui sont frustrés. La France est-elle bien positionnée avec l'indice de Gini et pourtant... est bien positionnée avec l'indice de Gini et pourtant... je crois que c'était bien tout ce qu'on a évoqué tout au long de cette session, c'est-à-dire effectivement des évolutions qui méritent d'être regardées de près et pas simplement avec des impressions et puis s'interroger sur le ressenti des gens, leur rapport au bien-être, non seulement à un moment donné, mais dans la durée et avec une perspective donc, qui est dynamique. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à tous et merci d'avoir été là. Merci.